Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Audrey Veillette. Elle nous présente Perspective jeunesse. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, les cellules temporelles. Notre invitée en début de deuxième demi est Véronique Morissette. Elle nous présente les stratégies pour prendre soin de soi dans le deuil. Bienvenue chez nous. Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou éclaté, vous s'étonisez actuellement Folie douce. J'accueille maintenant mon invité, Audrey Veillette. Bonjour Audrey. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci de me recevoir. Ça nous fait plaisir. Tu es intervenante au programme Options à l'école secondaire Marianne de Perspective jeunesse. C'est ce dont on va parler. Il y a beaucoup de choses à dire. Les jeunes, c'est important de s'en occuper. Mais d'abord, j'aimerais ça que tu nous parles un peu, qu'est-ce que c'est Perspective jeunesse? Oui. Donc, Perspective jeunesse, c'est un organisme communautaire qui offre ses services à Montréal. Puis on est vraiment là, dans le fond, pour offrir des accompagnements pour des jeunes de 12 à 24 ans. L'idée, c'est d'offrir un accompagnement, on en parlera plus en détail, c'est un accompagnement qui est vraiment spécial, qui est individualisé pour des élèves qui sont à risque de décrochage. Parfois des élèves qui ont déjà décroché aussi. Et on essaie de trouver des solutions pour qu'ils puissent maintenir un projet, maintenir des objectifs, améliorer leur bien-être aussi. Et puis, c'est un organisme, dans le fond, qui se décline principalement en 2 volets. Donc, on a le volet dans des écoles secondaires. On travaille à temps plein dans les écoles. On est vraiment intégré à l'équipe école, dans le fond, pour le service aux élèves. Et puis ça, on est dans 13 écoles. Puis on a aussi un autre volet où on a, comme on pourrait dire, des écoles alternatives. En fait, c'est des petites écoles qui sont dans des locaux de centres communautaires en général. On en a 3 qui sont basés à différents lieux de Montréal. Puis ça, c'est pour des élèves qui fréquentent pas l'école secondaire. Donc, on les accompagne dans ces milieux scolaires alternatifs-là aussi. Parce qu'on sait que c'est un fléau aussi, le décrochage, là. Pour les filles, les garçons, surtout les garçons, puis je pense que c'est encore le cas, là, il y a beaucoup de jeunes qui finissent pas leur secondaire, ce qui est comme un non-sens, là. Il y a des problèmes, donc j'imagine que c'est une des raisons pourquoi Perspective jeunesse existe. Exactement. Puis, on manque pas de travail, ça, c'est sûr et certain. On est autant, c'est ça, avec... on le voit vraiment dans notre travail que les jeunes, pour certains, ils traînent vraiment, là, ils traînent un boulet, là, des fois juste de dire finir un cours de français 3, finir un cours de maths de 3, maths de 4, c'est extrêmement difficile. Souvent, moi, ce que j'ai observé dans mon travail, je pense que mes collègues diraient la même chose aussi, mais souvent, ce que j'observe, c'est qu'ils ont perdu la confiance en leur capacité de réussir. Donc, c'est souvent là le nerf de la guerre dans le travail qu'on fait avec eux, c'est de dire, en fait, tu es capable de le faire. Tu vas peut-être pas le faire comme les autres, mais tu vas faire quelque chose. Tu peux y arriver à ta façon. Oui, exactement. Perspective jeunesse existe depuis longtemps? Oui, Perspective jeunesse existe depuis 20 ans. Donc, c'est un organisme vraiment qui s'est construit petit à petit, qui s'est bien développé. Donc, qui s'est développé vraiment en voulant garder son expertise, garder son approche individualisée. Puis, il a commencé vraiment tout petit avec un point de service. Puis là, maintenant, on est avec 13 écoles et puis 3, les écoles du Plan C là, dont je vous parlais. Donc, c'est vraiment... c'est bien installé à Montréal. Audrey, donc, tu t'occupes en fait d'un programme. Il y a des programmes au niveau de Perspective jeunesse. Parle-nous donc justement de ça. Puis aussi, après, tu nous parleras un peu de ton intervention à toi, là. Super, ouais. Ben, c'est ça, dans le fond, c'est les 2 principaux programmes. Donc, le programme dans les écoles secondaires, ça s'appelle Options. C'est le nom qu'on a choisi pour le programme. Donc, on est des intervenants, on s'appelle des IPS, intervenants en persévérance scolaire. Okay. Donc, par exemple, chaque école secondaire qu'on dessert a une IPS ou un IPS de Perspective jeunesse. Donc, on a vraiment notre bureau. On est là, on fait des suivis avec des élèves sur une base volontaire. Donc, les élèves peuvent nous être référés par des professeurs, des directeurs, des parents, par l'élève lui-même. Il y a plein de façons d'arriver vers notre service. Puis ensuite, les élèves doivent être motivés, ne serait-ce qu'à 1%, à changer un petit quelque chose, à améliorer moindrement leur situation. Ensuite, nous, on part de ça pour dire, OK, le jeune qui est devant moi, qui a accepté le service, qui a accepté l'accompagnement que moi, je peux lui offrir, c'est lui qui va
c'est lui, en fait, qui va devoir découvrir qu'est-ce qu'il a besoin. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a de la difficulté. Nous, on est comme là pour créer la conversation, créer la confiance, que la personne peut vraiment nous nommer qu'est-ce qui se passe. Parce que des fois, dans les écoles, c'est rapide, c'est un rythme qui est très rapide, puis des fois, il n'y a pas toujours l'espace pour nommer ces choses-là. Mm-hmm. OK, je me dis dans ma tête que je suis nulle, que je ne serai jamais capable, que ma cousine est rendue à l'université, j'ai le même âge qu'elle, j'ai pas mon secondaire 3, que je déçois toute ma famille. Bien, ça prend beaucoup de courage de nommer ça. Fait que nous, on est là pour dire, tu as le droit de le dire, puis je vais pas te juger, puis on va prendre le temps qu'il faut. Et justement, le processus, est-ce qu'il peut être long à cause de ça? Parce que, tu sais, dans le fond, vous laissez un peu, vous donnez un peu le choix aux jeunes, mais tu sais, c'est ça, faut qu'il choisisse, faut qu'il découvre, faut qu'il ait confiance en son choix. Exactement. Puis j'aime votre question parce que c'est ça que je trouve qui est intéressant dans l'approche, c'est le temps. Donc, on peut prendre notre temps. Quand on a un jeune devant nous, on ne sait pas quand l'accompagnement va se terminer. Et des fois, on peut penser que ça va se terminer dans 2 semaines parce que ça avait l'air anodin. Mais à cause du lien de confiance qu'on a créé, à cause de l'accueil bienveillant, puis la patience, la curiosité, bien, finalement, des fois, on se rend compte qu'un an et demi plus tard, on est encore avec le jeune, puis on est en train de travailler quelque chose de beaucoup plus profond que ce qui avait été au départ nommé comme le besoin de la personne. Oui. Il y a des gros problèmes souvent au secondaire, au primaire, surtout au secondaire, je dirais. Les gens sont un peu perdus des fois. Est-ce que j'imagine que ça affecte aussi leur santé mentale? Parce que, tu sais, dans le fond, c'est aussi leur estime de soi. Mais tu sais, la santé mentale, c'est large, là. Oui, absolument. Ils vont pas nécessairement toujours le nommer comme tel, tu sais. Mais nous, on peut le percevoir. Tu sais, des fois, c'est ça que... au final, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à venir en classe, à se lever le matin, à s'asseoir? Bien, ça peut être une multitude de choses, mais c'est souvent rattaché à la santé mentale. Des fois, c'est des trucs aussi, des trucs qui se passent dans leur vie qui vont être temporaires. Des fois, c'est des choses un peu plus long terme. Donc, ça peut autant être apprendre à vivre avec un enjeu de santé mentale, qui va peut-être être plus permanent potentiellement dans la vie de la personne. Des fois, c'est aussi, bien, ma santé mentale est affectée parce que je vis dans un logement où il y a 10 personnes, parce que j'ai des conflits avec mes parents, parce que j'ai un parcours migratoire compliqué, parce que j'ai vécu des situations difficiles avec, par exemple, la DPJ. Tu sais, là, je nomme des exemples un peu plus évidents, là. C'est pas toujours ça, mais donc... on est toujours un peu dans la santé mentale, mais dans une optique de dire, on n'est pas en train d'essayer d'évaluer l'état de santé mentale de la personne. On est juste en train de dire, on a toute une santé mentale, toi, t'en es où? Puis si tu viens pas à l'école puis que ça fonctionne pas, ben ça veut dire qu'on peut peut-être aller trouver des moyens que tu te sentes mieux, finalement. Est-ce que tous les jeunes veulent trouver une solution? Parce que tantôt, tu parlais, tu sais, qu'on essaie de les faire décider par eux puis de leur faire voir l'éventail de choses qu'ils peuvent faire. Tout ça. Est-ce que tous les jeunes, normalement, ont la volonté de dire, écoute, je veux me sortir de ça, en général? Là? C'est une très bonne question. Je dirais que je pense que mes collègues seraient d'accord avec moi de dire qu'à partir du moment où on accueille le jeune sans donner de conseils, en voulant vraiment entrer en contact avec la personne puis aller vers... tu sais, créer une rencontre, créer une relation, j'ai rarement entendu un refus de service, entre guillemets. Là. Moi, je l'ai rarement vécu, puis je crois que mes collègues l'ont rarement vécu aussi, parce qu'on n'est pas là pour dire « faut que tu viennes à l'école ». On n'est pas là pour dire « faut que tu règles ce problème-là ». On est vraiment juste en train de dire « ça doit être difficile de ne pas être capable de venir à l'école. Qu'est-ce que ça te fait? » Tu sais? Fait qu'en général... les élèves sont vraiment contents, en fait. C'est une approche douce, tu sais? C'est une approche qui n'est pas paternaliste, entre guillemets, ou qui n'est pas, tu sais, on pourrait dire ça. Là. C'est horizontal aussi, dans l'approche. On va à la rencontre, puis on se met comme, c'est pas nous l'expert, là. Moi, je suis pas là, on va donner des conseils lorsque nécessaire, ou lorsqu'on sent que ça peut aider le jeune à nommer quelque chose. Ouais. Tu vas comme guider les jeunes, en fait. Tu vas les aider à se retrouver, c'est un peu ça, là. Ouais. Parce que les gens, des fois, peut-être qu'ils voient ça tout sombre, là, tu sais, puis pas d'espoir, puis tout ça. C'est difficile, des fois, de voir par où commencer, puis on fait ça comment, réussir
notre parcours scolaire. Là. Exactement. Puis, tu sais, le milieu scolaire, comme plein d'autres milieux, c'est un milieu où ça va très vite. Les élèves, ils sont un parmi d'autres, tu sais. C'est difficile de prendre soin des individus dans un système qui va aussi vite. Fait que je pense que ça leur fait du bien d'être comme « Ah, OK, en fait, là, on s'attarde vraiment à moi, puis on veut vraiment que je trouve une solution. » Je pense qu'ils se sentent vus aussi. Ils se sentent pas comme « Ah, t'es l'élève qui fait perdre le temps à la direction, le temps au professeur. » Puis je dis pas que dans le milieu scolaire, c'est ça qui se passe, mais le système crée ça, en fait. Tu sais. Puis comment c'est perçu, justement, l'intervention? Vous êtes dans quelques écoles. Dans ton cas, tu es principalement l'école Marianne, à Montréal, je pense, l'école Marianne. Oui, c'est dans Annecy. C'est ça. Comment c'est perçu par la direction, les professeurs? Est-ce qu'il y a des aménagements spéciaux à cause que vous êtes présents? Comment ça se conjugue, tout ça, la coordination dans votre travail et celui des professeurs? Bien, en général, ça se passe vraiment bien parce que on vient comme soutenir les services à l'élève. Donc, tu sais, les références se font facilement parce que très rapidement, ben un élève qui se présente moins ou un élève qui semble vraiment démotivé, ben on pense automatiquement en perspective jeunesse, tu sais. Évidemment, les autres éducateurs qui sont dans le milieu, ils sont super contents aussi d'avoir le soutien d'un intervenant de plus dans le milieu. Puis ce qui est chouette aussi, c'est que nous, dans le fond, dans notre mandat, on a le mandat de sortir de l'école avec le jeune ou la jeune et créer du lien avec la communauté. Donc, des fois, il y a des références, des personnes qui vont dire « Hey, ce jeune-là, ce que j'ai l'impression que son besoin, par exemple, c'est créer des liens. » Donc, OK, est-ce qu'on pourrait aller l'accompagner à la maison des jeunes? Ce jeune-là, il a de la difficulté à fréquenter mon cours. Je pense qu'il y a des enjeux au niveau du logement ou de l'immigration. Ou, OK, bien, peut-être qu'on pourrait aller à l'aide juridique avec la personne. Ça sort vraiment du cadre de l'école, là, c'est ça? Ça l'accompagne, puis le parcours va juste être mieux. Oui, dans le fond, le fait qu'on est basé à l'école, c'est un prétexte pour l'intervention, mais on peut sortir. Des fois, on peut même faire un accompagnement. Il y a des jeunes, ils ont 18 ans, puis ils ont de la difficulté à prendre le métro pour aller faire leur carte opus. Ouais. Donc, on va prendre le métro, on va aller faire la carte opus. C'est une intervention qui est, comme vous disiez, très douce. Je suis juste là avec toi. La prochaine fois que tu vas avoir besoin de le faire, ben, tu vas te rappeler que tu as réussi. C'est faisable, puis c'est pas sorcier. Là. Exact. Il reste peu de secondes avant la fin de l'entretien. Est-ce que tu pourrais mentionner les infos pour en savoir plus sur Perspective Jeunesse, mais aussi les services et tout, et communiquer avec vous, là? Oui, absolument. Donc, toutes les informations sont sur notre site web. Donc, vous pouvez taper là, le perspective au pluriel jeunesse au singulier.org. Vous allez trouver aussi une carte avec tous nos points de service. Okay. Donc, nos 13 écoles. Si vous êtes dans l'une de ces écoles-là, n'hésitez pas à aller trouver l'intervenant de Perspective Jeunesse. Qui sont sur place, qui ont un bureau. Hein, oui, exactement. Donc, on est facile à trouver. Ouais. Puis, pour les plans C aussi, vous allez trouver les numéros de téléphone, les personnes ressources. Bien, merci beaucoup, Audrey. C'était super intéressant, Audrey Veillette. Donc, tu es intervenante au programme Options à l'École secondaire Marianne de Perspective Jeunesse. Merci d'avoir été à l'émission. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram. On y va maintenant avec le segment Espresso. Bonjour Pierre. Salut Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, les cellules temporelles. Les cellules temporelles, ça fait un peu science-fiction pour un bloc Espresso. En fait, le titre de l'article que j'ai trouvé sur Internet cette semaine s'appelle « L'incroyable capacité du cerveau à voyager dans le temps ». C'est écrit par un monsieur du nom de Sylvain Gamma-Curta, qui est hypnothérapeute. Il est basé en France, à Saint-Gilles. Et j'ai pris cet article sur le site gammacoachinghypnose.com. Faut dire que voyager dans le temps, ça a toujours fasciné tout le monde. Tu sais, les films sur le sujet, ces choses-là. Fait que, tu sais, le fait que nos cellules peuvent voyager dans le temps, ça titille un peu l'intérêt. Ça titille. Sais-tu, je remarque que dans le monde moderne de la psychologie, le mot « coach » et coaching revient souvent. On dirait que tout le monde s'improvise coach. Tout le monde est rendu coach, même dans le... pas juste dans le sport. C'est exactement, oui. Alors, ce monsieur Gamma-Curta nous dit
Qui n'a jamais rêvé de voyager dans le temps afin de modifier le cours des événements? Ce n'est pas sans rappeler le film L'effet papillon, paru en 2004 avec Ashton Kutcher, où le personnage principal voyage dans ses souvenirs afin de modifier le cours de son existence. Et si finalement la science-fiction n'était pas éloignée de la réalité? Ici, l'hypnose permettait parfois de donner un sens différent au passé afin de modifier l'avenir. La mémoire se compose de 5 systèmes interconnectés impliquant des réseaux neuronaux distincts. Et là, tu vas voir, évidemment, que cette semaine, on va être un petit peu plus scientifique. Ça va être peut-être un peu ardu. On est capable. Oui? Okay. On va te suivre. Alors, les 5 systèmes interconnectés. Donc, il y a la mémoire de travail, qui est la mémoire à court terme, qui est au cœur du réseau. Il y a la mémoire sémantique et la mémoire épisodique, qui sont 2 systèmes de représentation consciente à long terme. Il y a aussi la mémoire procédurale, qui permet des automatismes inconscients. Et il y a la mémoire perceptive, qui est liée aux différentes modalités sensorielles. Il existe plusieurs zones du cerveau impliquées dans le traitement et la conservation des informations. Mais le rôle principal dans la mémoire est tenu par l'hippocampe. Son intervention est nécessaire pour faire passer les souvenirs de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. C'est comme le storage, si on pourrait dire. Oui, c'est ça, le disque dur. Là, en bon français, oui. Le backup des événements, quelque part dans notre cerveau. Hein. Oui, oui. Alors, la mémoire épisodique permet de se souvenir des événements, des noms, des dates et des lieux qui nous sont propres. Elle est très liée au contexte affectif et celui des moments personnellement vécus. On appelle ça aussi les événements autobiographiques. C'est elle qui nous permet de nous situer dans le temps et l'espace et ainsi de se projeter dans le futur. En effet, raconter un souvenir de ses dernières vacances ou se projeter dans les prochaines font appel aux mêmes circuits cérébraux. C'est un peu étonnant. La mémoire épisodique, construite entre les âges de 3 et 5 ans, est étroitement imbriquée avec la mémoire sémantique. Progressivement, les détails précis de ces souvenirs se perdent, tandis que les traits communs à différents événements vécus favorisent leur amalgame et deviennent progressivement des connaissances tirées de leur contexte. Ainsi, la plupart des souvenirs épisodiques se transforment à terme en connaissances générales qui justifient nos croyances sur nous-mêmes ou sur le monde qui nous entoure. La mémoire sémantique, quant à elle, concerne les concepts, le sens des mots et des symboles, et il existe également une mémoire qui concerne la forme des mots, les prononciations et autres. C'est la mémoire qu'on appelle lexicale. La mémoire sémantique et la mémoire lexicale sont regroupées sous le terme mémoire verbale. On voit que dans le cerveau, tout est compartimenté, tout a sa fonction bien propre. Puis des gens qui ont plus un caractère, je sais pas, plus audio, là, plus ou visuel, j'imagine qu'il y a des mémoires plus performantes que d'autres. Là. C'est comme toutes sortes de petits tiroirs. Ouais. On nous dit que quand nous nous remémorons des événements passés, nous sommes capables de revivre mentalement plus ou moins facilement l'expérience dans l'ordre dans lequel elle s'est déroulée. Ceci constitue une action qui semble simpliste, mais qui reste aujourd'hui comme bon nombre de capacités de notre cerveau. Un mystère pour la science. Même aujourd'hui, la manière dont notre cerveau enregistre et rejoue des événements dans l'ordre temporel est en effet une des grandes interrogations des neurosciences. Une équipe de recherche s'est alors penchée sur les mécanismes par lesquels le cerveau traite l'ordre temporel et stocke les souvenirs épisodiques, et elle est arrivée à la conclusion que les neurones hippocampiques, soit nos cellules temporelles situées dans la zone du souvenir, continuent de fonctionner même lorsqu'ils ne sont pas stimulés. Le cerveau explore donc notre mémoire et le temps de manière inconsciente ou plus précisément de manière indépendante et spontanée. Pour la neuroscientifique principale de l'étude, Mme Leila Reddy, qui est basée à Toulouse en France, les résultats prouvent la capacité du cerveau à voyager mentalement dans le temps, ce qui explique beaucoup d'expériences
de retraitement émotionnel et interprétatif lors d'une transe hypnotique réalisée par Souvenirs hypnotiques. La neuroscientifique et son équipe ont étudié le cerveau de personnes épileptiques qui ont besoin d'implants d'électrodes dans le cerveau. Madame Leila Reddy nous dit « Ces patients ont des crises d'épilepsie sévères et sont en attente d'une opération. Une partie de la procédure pré-chirurgicale nécessite des implants pour surveiller l'activité épileptique. Une fois que les électrodes ont été insérées, nous avons demandé aux patients s'ils voulaient bien participer à une courte expérience. » Alors, je m'arrête ici, Yvan, et je poursuivrai un peu plus tard. On va essayer de se souvenir du sujet aussi dans le deuxième bloc, à l'espresso allongé. Merci, Pierre. À venir dans l'émission, notre invitée est Véronique Morissette. Elle présente des stratégies pour prendre soin de soi dans le deuil. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Les cellules temporelles ». Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Que vous soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à Folie Douce. C'est avec plaisir que j'accueille Véronique Morissette. Bonjour Véronique, encore une fois. Bienvenue à l'émission. Merci Yvan. Tu nous as parlé récemment dans une autre émission de deuil en 2 segments. Puis il y avait beaucoup de matériel, il y avait beaucoup de matière, beaucoup de sujets, beaucoup de points très intéressants, mais on n'avait pas fini. Il y avait beaucoup de choses que tu voulais rajouter, puis je pense que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Il y a quelque chose d'humain là-dedans, quelque chose de vie. Tu veux commencer, je pense, avec un point particulier. On va aborder différentes choses. Oui, j'aimerais ça qu'on parle un peu des stratégies pour prendre soin de soi dans le deuil. Oui. Parce que c'est super important. Puis comme on en a déjà parlé auparavant, glisser un mot, en fait, ce qui est important, je crois, c'est que ces stratégies-là, ou en tout cas quelques-unes de ces stratégies, c'est si on pouvait les pratiquer dans notre vie au quotidien. Parce que déjà, ça va nous aider à prendre soin de soi dans la vie courante. Puis quand on se retrouve face au deuil, on a déjà, le chemin est déjà fait. On a déjà pratiqué ça. On a déjà mis en place ces méthodes pour nous aider. Puis une des premières stratégies, là, j'ai fait un paquet avec 3 que j'ai mis ensemble parce que ça rentre, selon moi, dans une même catégorie. Là. Ouais. La respiration, la relaxation puis la méditation. Vous n'êtes pas obligé de faire les 3. Vous pouvez choisir qu'est-ce qui vous convient. Puis c'est juste une proposition de stratégie, évidemment. Mais de pratiquer des techniques de respiration ou de relaxation ou la méditation, ça va vous aider à vous connecter à votre corps, à prendre conscience de votre état, puis aussi à gérer le stress. Puis des fois, quand on est en deuil, ben c'est plus difficile de dormir. Des fois, on a des problèmes d'insomnie, on mange moins bien, on est plus stressé. Fait que pour réguler notre système nerveux, d'apprendre à faire des techniques comme celle-là, ça nous aide non seulement à relaxer et à nous détendre, ça enlève le focus sur la douleur, sur l'émotion, parce qu'on est plus attentif à notre corps, dans l'ici maintenant. On n'est plus dans le passé, dans le futur. On est vraiment dans le moment présent. Donc, ça nous aide à sortir de l'émotionnel. Ça aide à prendre un pas de recul sur nos pensées. Puis ça, c'est des stratégies qui peuvent nous aider dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. C'est une des stratégies que je voulais aborder. Puis j'aimerais ça aussi parler d'une autre stratégie. Le rituel. Oui. Mm-hmm. Le rituel, qu'on parle du deuil, puis de base, les gens comprennent c'est quoi le rituel. Il faut qu'on vive le rituel comme plusieurs rituels dans la vie. Mm-hmm. Mais encore. Mais sûrement tu veux nous amener ailleurs. Ben oui, absolument. Ouais. Donc, le rituel, c'est un moment où est-ce qu'on peut s'arrêter et repenser
à la personne qui est décédée, si c'est quelqu'un qu'on a aimé, on va vouloir faire de ce moment un moment qui est beau, possiblement vouloir honorer sa mémoire. Oui, des fois, on vit une célébration de vie ou de fin de vie ou des funérailles, mais de prendre le temps de vivre ce moment-là pour soi va pouvoir nous aider à boucler la boucle avec la personne, avec notre relation qu'on avait avec la personne. Ça peut être tout simple, le rituel. On peut faire un petit autel chez nous, allumer une bougie, prendre une photo, un objet qui lui a appartenu, mettre une chanson, peu importe. On peut s'asseoir puis écrire une lettre. On peut prendre le temps d'écrire tout ce qu'on n'a pas eu le temps de dire à la personne avant qu'elle décède. Puis de ne pas se censurer. Si c'était... Parce que, tu sais, des fois, on peut vivre un deuil puis c'est pas quelqu'un qu'on aimait. Des fois, c'était une relation qui était difficile. Donc, de prendre le temps de boucler la boucle avec un deuil comme celui-là, c'est vraiment important. De faire ce moment-là, de déposer sur papier ou autrement tout ce qu'on a sur le cœur, puis de ne pas rester avec ça pour vraiment clore la relation. Bon ou mauvais, comme tu le dis. Si on vivait des stress ou des choses avec la personne, on peut l'écrire, là, ça lui fera pas mal, et puis là, la personne. Exactement. Mais nous, ça va peut-être nous faire du bien. Ça va nous faire du bien, ça va nous libérer, ça peut être des secrets, ça peut être des choses qu'on a pensées qu'on n'a pas dites, peu importe ce que c'est. De ne pas se censurer, puis de le mettre sur papier, puis vous pouvez le brûler ou le déchirer. Une fois que c'est fait, c'est sorti, c'est exprimé, en fait. On l'a exprimé avec plusieurs sens, en fait. On l'a vu, on l'a écrit avec notre main, puis on l'a peut-être lu. Exactement. C'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, de prendre ce moment-là, puis là, tu sais, bon, c'est pas nécessairement un rituel de le faire avec quelqu'un qu'on n'a pas aimé ou qui nous a pas aimé ou avec qui la relation était plus difficile. Mais si je retourne dans l'espace... du rituel, ça peut être super intéressant aussi, tu sais, d'installer ça dans notre vie de tous les jours, par exemple, quand on veut se remémorer la personne qu'on aimait puis qui est décédée, faire une recette qu'elle aimait, faire quelque chose à la même manière que cette personne-là le faisait. Je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, Yvan, de faire un petit rituel ou de... Pas de ce genre-là. Mais des autres rituels, comme tu parlais tantôt, de funérailles, ces choses-là, tu sais, les rituels, moi, je crois aux rituels, je crois aux... Ouais. Je suis un peu traditionnel là-dessus. Là. Fait que plus, dans le fond, le faire en communauté ou en groupe ou en petit groupe. C'est important, ou même de lire quelque chose sur la personne, comme tu disais tantôt, tu sais, je trouve que c'est important, autant pour les gens qui écoutent que la personne qui l'a écrit puis qui le livre là, en public. Là. C'est tout ça, ça fait... ça touche tout le monde de plusieurs façons par rapport à la personne qui est partie. Là. Je crois au rituel. Là. C'est important. Là. Puis c'est important aussi d'inclure les enfants dans le rituel. Je tiens à le souligner parce que parfois, certaines personnes pourraient penser que les enfants, c'est mieux qu'ils ne soient pas proches des corps décédés ou qu'ils soient en contact avec l'idée de la mort. Mais non, les enfants ont besoin de sens. C'est important de faire du sens puis d'expliquer les choses bien simplement parce que quand on n'a pas le sens, le cerveau, là, il va s'inventer toutes sortes de raisons puis toutes sortes d'explications pour remplir les blancs, les espaces blancs. Tout ce qui ne fait pas de sens pour nous, on va se créer des raisons. Fait que c'est important d'inclure les enfants là-dedans, d'expliquer les choses exactement telles qu'elles sont. Quelqu'un qui ne fait pas de rituel, qu'est-ce qui peut se passer? Tu sais, après, chez une personne, j'imagine qu'il y a des deuils qui ne se sont pas faits ou il y a des... Ça se peut. C'est ça? Ça se peut. Il y a des gens qui ne sentent pas nécessairement le besoin de faire un rituel, puis ça aussi, c'est correct. Mais le rituel, ça permet de se sentir, quand on le fait ensemble, ou même juste pour soi-même, ça permet de se sentir uni à la personne qui est décédée. Ça permet de se sentir uni à notre communauté. Puis ça, c'est important de sentir qu'on fait partie d'eux. C'est important de se sentir connecté. Puis, justement, qu'il y ait une signification à la mort. C'est important pour un paquet de raisons, mais surtout pour nous, parce qu'on ne veut pas rester comme ça
sans comprendre. sens. Oui, c'est ça, sans comprendre, sans avoir sans fait de sens, c'est ça. Exactement. Ouais. J'aimerais peut-être parler d'une autre stratégie. Oui. Dans le fond, c'est pas nécessairement une stratégie, là, c'est plus comment on peut aider quelqu'un qui vit un deuil. Je sais pas comment toi, tu t'es senti quand tu as vécu ton premier deuil important, mais moi, là, je me suis sentie vraiment seule, je me suis sentie vraiment isolée. Puis, même si les gens disaient « Tu peux nous appeler si tu as besoin de quelque chose », ben non. J'appelais pas les gens pour leur demander de l'aide parce que j'étais tellement démunie. J'étais tellement dans une posture douloureuse, de souffrance. J'avais bien de la misère à m'occuper, tu sais, de moi-même, là. Bref. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui vit un deuil, prenez-les devant. Qu'est-ce qu'il faut faire, justement? Il faut parler simplement? Vous pouvez vous informer, vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui demander comment qu'elle va, puis comment vous pouvez l'aider. Mm-hmm. Prendre la peine d'appeler la personne pour prendre des nouvelles. Puis ayez une écoute non jugeante parce que quand quelqu'un vit un deuil, puis pas juste quand on vit un deuil, quand on vit une situation problématique, on n'a pas nécessairement envie de recevoir des conseils. On n'a pas nécessairement envie de recevoir des citations inspirantes qui vont nous relever le moral parce que, dans le fond, c'est correct d'avoir mal. Si on était capable, nous-mêmes, d'accepter qu'on peut avoir mal, on n'aurait pas l'impulsivité ou le désir de vouloir régler le problème de l'autre. Fait que d'écouter avec non-jugement, avec bienveillance, téléphonez la personne, puis si vous avez des inquiétudes sur son état, nommez-lui. Nommez-lui. Dans le fond, on lui dit, mettons, tu m'inquiètes, est-ce que, tu sais, est-ce quelque chose que je peux faire? Ou, tu sais, c'est de peut-être te prendre les devants. Ben oui, de nommer les choses. Si vous êtes inquiet pour l'état de santé de la personne, vous pouvez lui dire « Hey, il me semble que ça fait plusieurs semaines que je t'ai pas vu manger. Comment ça va, le sommeil? » Oui. De ne pas avoir peur de poser des questions. De ne pas avoir peur de poser des questions. La personne est peut-être, justement, elle attend peut-être juste ça, qu'il y a quelqu'un qui d'elle-même a dit « Je vais pas demander de l'aide aux gens. » Peut-être qu'elle attend ça. Ben oui, c'est difficile d'être dans cette posture-là parce qu'on est immobilisé par la souffrance. C'est un état qui est vraiment difficile. Donc, comme tu le dis, Yvan, d'aller nommer spécifiquement les choses puis de ne pas hésiter à utiliser les vrais mots puis de le refléter qu'on se sent inquiet. Mm-hmm. Parce que peut-être que ça va motiver la personne aussi à aller chercher de l'aide puis on peut l'inviter si on est vraiment inquiet puis qu'il y a quelque chose qui se passe à aller consulter, à aller voir un professionnel. Parce qu'il peut arriver des problèmes de dépression ou autre. Exactement. Que les gens se referment sur eux. Oui, là, c'est exactement ça qui m'est venu en tête quand tu as dit ça. Oui, donc quand ça arrive à cet état de dépression, là, c'est vraiment important d'aller chercher de l'aide rendu à ce point-là. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est dans une situation comme celle-là, invitez-le à aller consulter. Il nous reste un peu plus qu'une minute, Véronique. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? On va donner aussi des coordonnées sur comment te trouver, parce que j'ai oublié de te mentionner tantôt, mais tu es coach PNL et accompagnante au deuil. Donc, on t'a réinvité parce que je pense que tu es une personne qui apporte des solutions puis qui apporte peut-être une vision différente. Mm-hmm. Comment on peut trouver tes environnements sur Internet? Oui, vous pouvez me trouver sur mon site web au véroniquemorissette.com et sur ma page Facebook Véronique Morissette accompagnante. Comme tu le dis, effectivement, j'aime accompagner les gens à prendre action, puis retrouver leur pouvoir, puis les aider à décortiquer leur propre stratégie, puis les gens repartent avec des pistes de mise en action. Adaptées à elles-mêmes. Adaptées à elles-mêmes, selon personnes. Qu'est-ce qu'elles vivent à ce moment-là, puis selon leurs objectifs. Merci beaucoup, Véronique. C'était vraiment intéressant, Véronique Morissette. Donc, merci d'avoir été des nôtres et on va sûrement se reparler. C'est très enrichissant puis très humain. Tes paroles. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Merci, Yvan. Au revoir. Bye-bye. De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles.
Nous poursuivons avec le sujet que tu as commencé plus tôt, Pierre, les cellules temporelles. Oui, c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « L'incroyable capacité du cerveau à voyager dans le temps ». C'est écrit par un monsieur du nom de Sylvain Gamma-Curta, qui est hypnothérapeute basé à Saint-Gilles, en France. On ne le dira jamais assez, le cerveau, c'est tellement vaste et c'est tellement... écoute, c'est le plus bel ordinateur sur Terre. Là. Oui, puis tu vois, même aujourd'hui, on en a appris quand même beaucoup, je dirais, sur le cerveau, mais il reste encore énormément à apprendre. Oui, effectivement. Oui. Alors, tantôt, je vous parlais d'une dame du nom de Leila Reddy, qui est une neuroscientifique qui est basée en France. Et ils ont procédé à une expérience. Alors, on a travaillé avec des personnes épileptiques qui ont besoin d'implants, d'électrodes dans le cerveau. Alors, une fois que les électrodes ont été insérées, on leur a demandé s'ils voulaient bien participer à une courte expérience et on a pu enregistrer l'activité cérébrale en testant différentes hypothèses. On a demandé à un premier groupe de participants de mémoriser une courte séquence visuelle avec plusieurs images. L'expérience était interrompue aléatoirement avec la consigne de se rappeler de l'image qui suivait. Un deuxième groupe a visionné les mêmes images, mais quand la séquence a été interrompue, l'équipe de recherche n'a donné aucune indication. Pourtant, les neurones hippocampiques traitaient toujours l'expérience temporelle pendant ces brèves pauses, malgré l'absence de stimuli. Les cellules temporelles continuent donc de fonctionner pendant les périodes d'inactivité. Les scientifiques ont également constaté que ces neurones sont activés à des moments précis, y compris en l'absence de stimuli externes, ce qui suggère qu'ils répondent à des séquences internes. L'étude montre ainsi que le cerveau possède, au dire de Mme Leila Reddy, une représentation d'un flux interne qui n'est pas déterminé par quelque chose qui se passe dans le monde extérieur. De plus, les émotions augmentent la mémorisation d'un événement car elles jouent un rôle important dans l'adaptation de l'individu à son environnement. Les émotions sont des réactions spontanées de l'organisme qui lui permettent de fournir des réponses réflexes face à des situations représentant un enjeu critique pour la survie ou plus simplement le bien-être de l'individu. Il est donc crucial pour l'individu de mémoriser les expériences ayant provoqué des émotions pour favoriser l'efficacité de son adaptation. Donc, tout a une raison dans le cerveau. Ben oui. Nous sommes donc plus attentifs et plus sensibles aux événements ayant un impact émotionnel. Certains événements peuvent même entraîner des souvenirs indélébiles. Ainsi, il est fort probable que vous vous souveniez exactement où et avec qui vous étiez au moment où ont été diffusées les images de l'attentat du 11 septembre 2001 ou encore lors d'un événement personnel riche en charge émotionnelle. Moi, en passant, je m'en rappelle encore où j'étais le 11 septembre 2001, quand j'ai vu les fameuses images à la télé. Oui, c'est ça, c'est ce genre de choses qu'on n'oublie pas. Ça reste toujours. C'est sûr. Oui. Monsieur Gamma-Curta nous dit de manière expérimentale, on peut tester cet effet de l'émotion sur la mémoire en utilisant des mots à connotation positive, comme par exemple les mots « ami »,« fête »,« rire »,« vacances », ou encore des mots à connotation négative comme « mort »,« accident »,« maladie », et ou encore des mots neutres. Et les résultats montrent que nous retenons mieux les mots à connotation émotionnelle que les mots à connotation neutre. Longtemps, la mémoire humaine a été considérée comme une fonction fiable et assimilée à un système de stockage passif au sein duquel serait disposé l'ensemble des souvenirs et des connaissances. Mais on sait aujourd'hui que les souvenirs contenus en mémoire ne sont pas un reflet fidèle de la réalité des événements que nous avons vécus. Notre mémoire est subjective et nos souvenirs dépendent de notre perception et de notre interprétation de la réalité ainsi que de nos connaissances et de nos expériences. Donc, c'est donc une espèce de machine émotionnelle, si on peut dire. Il y en a qui ont de la mémoire aussi musicale. Je ne sais pas si toi... Moi, ça m'arrive souvent d'associer une chanson avec quelque chose. Ou, toi-même qui es musicien, j'imagine que ça t'arrive.
Sûrement. Ça peut dépendre de nos personnalités, j'imagine, aussi, et de nos métiers, de nos hobbies, etc. Ouais. Alors, M. Gamacurta continue en nous disant « La notion de mémoire constructive propose ainsi que nos souvenirs ne soient pas des enregistrements exacts ou des copies conformes aux événements vécus, mais des reconstructions sous l'influence de divers facteurs tels que nos connaissances, nos attentes et croyances ou encore nos buts. L'acquisition d'informations n'est donc pas simplement une réception sensorielle d'informations établies de manière passive, mais implique aussi l'élaboration d'une représentation abstraite et cohérente prenant en compte l'ensemble des informations présentées et intégrées aux connaissances acquises. » Alors, encore une fois, on voit, Yvan, que on en a, comme je disais tantôt, beaucoup à apprendre sur le cerveau en général et sur la mémoire. Mais c'est-tu, en lisant cet article, je me suis rappelé que moi aussi, je me rappelle de choses de façon très vive, des choses qui ont provoqué en moi des émotions, comme des émotions de peur. Ouais. Par exemple, je me rappelle, quand j'étais pas mal jeune, on avait eu un accident d'automobile sur l'autoroute. On s'en était sorti indemne, mais c'était quand même épeurant. Je me rappelle de tous les détails de cet accident. Et comme on le disait un peu dans le texte aussi, c'est les émotions, donc soit les mots forts, là, ou les positifs ou négatifs, mais effectivement, ça parle. Là. Oui, ça peut être des événements heureux aussi, comme on disait dans l'article. Et il y en a qui ont plus de mémoire que d'autres pour certains événements. Des fois, on associe des choses avec, comme je disais tantôt, des chansons, souvent d'associer des moments, tu dis ça s'est passé à tel moment parce que j'associe avec d'autres choses. Donc, toutes les personnes ne sont pas pareilles. Peut-être aussi que les personnes qui sont très émotives vont avoir plus de mémoire encore pour tous ces souvenirs-là. Et aussi, sûrement qu'il y a des gens qui ne veulent pas se souvenir de certaines choses. Mais le cerveau, c'est tellement vaste. Il y a des choses qu'on souhaiterait oublier, tu veux dire? Oui, effectivement. Oui. Mais c'est tellement... Peut-être que d'aller en hypnose, ça peut aider aussi à tourner la page. Certainement. Oui. On va mettre le lien. Tu peux quand même rappeler l'article, mais on va mettre le lien dans notre site web, là, comme d'habitude. Oui, le titre de l'article est « L'incroyable capacité du cerveau à voyager dans le temps ». Et on va le mettre sur notre site web antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie douce, sous ta chronique, donc les cellules temporelles. Oui, je vais essayer de m'en rappeler. Ben ouais, on va essayer de s'en souvenir, mais c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, Pierre. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous. Pierre, merci beaucoup pour ton travail en régie, comme à chaque semaine. Bienvenue, mon cher. Merci aussi pour ton travail pour les blocs Espresso et Espresso allongé. Le sujet cette semaine, les cellules temporelles. Oui, je vais essayer de m'en rappeler. Oui, on va s'en souvenir. C'est vraiment fascinant. Merci beaucoup, Pierre, pour ça. Notre invité en début d'émission, Audrey Veillette, nous a présenté Perspective Jeunesse. Et notre invité en début de deuxième demi était Véronique Morissette. Elle nous a présenté des stratégies pour prendre soin de soi dans le deuil. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.